Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 25 novembre. Nous nous trouvons à la ferme de Provence Studio. Vous allez voir, c'est un clin d'œil à l'un des sujets de notre JT. Aujourd'hui, lundi 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. De nombreuses manifestations sont prévues tout au long de la semaine. À Marseille, samedi, un cortège est parti du Vieux-Port. Reportage Flavio Noriga. Plus de 400 organisations et personnalités ont appelé à se rassembler ce samedi 23 novembre. Une mobilisation contre toutes les formes de violence possibles contre les femmes ou autres genres. Plus que jamais pour ces manifestantes, la honte doit changer de camp. Parce que pour nous, c'est important que ce soit les hommes qui prennent conscience de ce qui se passe actuellement, que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Puis il faut que la honte change de camp surtout. Ouais. Là, au procès de Gisèle Pellicot, elle disait que c'était elle qui a été humiliée et pas forcément ses agresseurs. Et j'espère que le gouvernement prendra conscience qu'on a une vraie urgence à agir contre les violences et qu'on est là pour leur faire entendre. Mais pour des changements profonds, il faut plus de moyens et de considération des autorités. Un sursaut est demandé par les associations de défense qui jugent les réformes prises jusqu'à présent inefficaces et demandent plus de moyens pour lutter contre ces injustices. Ce qu'on veut, c'est des moyens pour les associations qui luttent pour ça, qui accompagnent les femmes et les personnes victimes de violences. Et en fait, il y a de moins en moins de moyens. On a vu, il y a eu des échecs sur des numéros qui sont là, en fait, des numéros d'urgence pour les enfants. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des appels qui ne répondaient pas. Enfin, il y a plein de trucs où en fait, il n'y a pas de moyens pour vraiment aider les personnes, alors qu'en fait, c'était censé être le grand plan Macron et tout ce qu'on a vu, c'était pas d'argent, voire moins d'argent. Les associations réclament 2,6 milliards d'euros par an pour lutter contre ces inégalités. D'autres mouvements nationaux ont eu lieu ce lundi 25 novembre, date de la journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes. On reste à Marseille où les mobilisations continuent ce matin au parc des Sœurs franciscaines. L'association Femmes Solidaires a installé des bancs rouges en mémoire aux femmes victimes de féminicide. On écoute Marie Follo pour l'association Ouvrir la voie des mots. Merveilleux, merci. Bravo. J'organise des ateliers d'écriture intergénérationnelle parce que ça s'adresse à tout public. Et notamment, j'ai beaucoup de femmes qui viennent à mes ateliers et de personnes et qui se libèrent par les mots parce que je fais un travail sur l'envolée des mots par rapport à des textes que je lis, par rapport à de la musique et je travaille beaucoup avec l'art. En fait, quand je fais des ateliers, ce sont des ateliers qui sont complètement improvisés. Et en fait, elles font des lâchers de mots. Et dans les lâchers de mots, on retrouve le vocabulaire premier de chacun pour l'inspiration d'un texte. Donc voilà ce qui se passe. Elles traduisent à travers leurs mots, leurs propres mots souvent. Et ce qui se passe, elles font des textes magnifiques, mais parfois qui n'ont pas rapport au thème que je donne, parce qu'il y a toute cette souffrance qui sortent d'elles. Et voilà, et donc c'est un travail qui leur fait du bien. Et chaque fois, les gens sortent heureux. Mais en fait, c'est extrêmement important. Martigues aussi se mobilise contre les violences faites aux femmes. Ce soir, coup d'envoi de la semaine de sensibilisation et de prévention. Ça se passe à l'Hôtel de Ville. Le programme complet est à retrouver sur le site internet martiguebouge.fr. Et puis, on le rappelle, ce numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences, le 39 19, il est gratuit, anonyme et accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Procès des viols de Mazan, 20 ans de réclusion criminelle requise à l'encontre de Dominique Pellicot. Il s'agit d'une peine maximale pour viol aggravé. Les deux représentants du ministère public devront déterminer si les autres accusés pouvaient légitimement croire qu'ils participaient au scénario d'un couple libertin où l'épouse aurait fait semblant de dormir. Justice encore au procès des effondrements d'immeubles de la rue d'Aubagne. Les parcours des différents prévenus sont entendus par le tribunal. Parmi eux, un homme dont le rôle est important puisqu'il a inspecté l'immeuble dans les jours qui ont précédé le drame. Richard Carta, expert et architecte, un expert au CV solide et au parcours réussi mais qui n'a pas décelé le risque d'effondrement. On écoute son avocat, maître Cyril Gosset. Et cette affaire a été terrible non seulement pour les victimes, mais également pour toutes les personnes qui ont été de près ou de loin impliquées. Et lorsque vous intervenez le 18 octobre 2018, que vous faites ces constats, que vous n'avez pas été intégralement suivi dans les propositions qui ont été faites, et qu'à la fin des fins, il avait la possibilité éventuellement de proposer l'expulsion de l'ensemble des personnes, dont les victimes,
vous avez un poids terrible, terrible, qui aujourd'hui s'est exprimé devant le tribunal. Oui, son curriculum vitae parle pour lui. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience dans l'expertise, dans les bâtiments historiques, dans le bâti marseillais. Il avait fait une proposition, et nous expliquerons naturellement la semaine prochaine au tribunal lorsque le sujet abordera, une proposition qui consistait à étayer l'intégralité du rez-de-chaussée par une entreprise qualifiée, d'où l'importance dans les débats de ce qu'était qu'une entreprise qualifiée avec un homme de l'art. Ça n'a pas été suivi par la mairie et comme l'expert Barthes, nous considérons que si cette proposition avait été suivie, il est fort probable que ce drame n'ait pas existé. Politique, le Rassemblement national a gagné le second tour des élections municipales anticipées hier soir à Rognac. Depuis 1997, avec la victoire de Catherine Maigret à Vitrolles, le FN, devenu RN, n'avait plus jamais été à la tête d'une commune dans les Bouches-du-Rhône. Hier soir, avec 38,24% des suffrages, Christophe Gonzalez a changé la donne. La mairie de Rognac vient de passer sous pavillon au Rassemblement national. Dans le hall de l'hôtel de ville, les perdants ont cherché à désigner un responsable. Reportage Joe Temple. Notre liste est arrivée en tête des élections municipales de Rognac. Bravo ! Christophe Gonzalez laisse apparaître un sourire. Le candidat du Rassemblement national devient maire de Rognac sous les applaudissements de ses électeurs. Ils n'ont pas eu peur de voter pour moi, malgré l'appel à un micro-barrage. Mais enfin, voilà, ils ont élu un Rognacais, Rognac a gagné. Un micro-barrage ou plutôt un barrage inexistant. Avec 3 listes en face, le RN n'a pas eu à faire beaucoup mieux qu'au premier tour. Seulement 191 voix de plus que le dauphin du scrutin Willy Nicollet. Le candidat d'hiver droite a de quoi nourrir des regrets. Je pense aussi que 4 listes au second tour, je pense que ça joue un petit peu sur l'élection. Donc chacun prendra ses responsabilités par rapport à ce résultat. La maire sortante, Sylvie Misseli-Houdet, accuse le coup. Le RN n'a pas été fort, ce sont les autres qui ont été trop faibles. Quand on ne veut pas qu'il y ait la tempête, il ne faut pas la semer. Depuis des mois, c'est le cas sur la commune de Rognac. Eh bien écoutez, ce soir, effectivement, c'est un score qui est celui de M. Gonzalez, liste du Rassemblement national sur la commune de Rognac. Devant elle, son ancien conseiller démissionnaire Lucien Daré, désormais doyen de la liste RN, garde ses distances. Peut-être que la maire sortante, il faudrait qu'elle s'analyse aussi. Si nous en sommes là, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Rognac devient la seule ville du département entre les mains du RN, de quoi inquiéter certains habitants présents qui interpellent le parti d'extrême droite. Et est-ce que les plus français, vous les recevez ou pas ? Le 4e et dernier du second tour, le sans-étiquette Maël Valavio comprend ses inquiétudes, mais il se félicite que la démocratie se soit exprimée. Maintenant, il faut attendre de voir. On jugera les gens sur leurs actes et pas sur leurs paroles. Ça, c'est... Je sais que M. Gonzalez a dit qu'il gardera son indépendance vis-à-vis du parti national. On verra ce qu'il en sera. 16 mois de mandature pour l'extrême droite à Rognac, expérience test et peut-être modèle pour beaucoup d'autres communes des Bouches-du-Rhône en 2026. On écoute la réaction des Rognacais ce matin au micro de Rémi Reponti. Vu mon état d'esprit à l'heure actuelle et ce qui se passe en Israël, j'avoue que je crains beaucoup. Voilà, maintenant on va voir, on va les laisser faire. Ils en sont que pour un an et demi. Laissons-leur la place. Peut-être qu'ils vont nous proposer des choses fantastiques. On verra, on y croit. En tant que jeune, vous êtes l'avenir, donc ça ne vous concerne pas les élections ? Comment dire, j'ai des choses plus importantes, que par exemple l'école, le sport et tout ça. Les élections, ça viendra plus tard, quand j'aurai 18 ans. Et le fait que ça change de couleur politique ici à Rognac, que ça soit le RN qui prenne la mairie, qu'est-ce que ça vous fait ? Pas spécialement pas grand-chose. Ça me change rien d'habitude. Je suis heureuse, mais alors franchement heureuse, j'attendais ça avec impatience. Ah ben oui, j'attendais ça. Et je l'ai vécu à Vitrolles et maintenant je le vis à Rognac. Qu'est-ce que ça va changer pour la ville ? Ben je sais pas, parce que vous savez les gens parlent beaucoup, mais je pense que ça va beaucoup changer. Pour l'instant, parce que j'ai parlé avec M. Gonzalez, j'ai eu affaire à lui hier matin et ça va changer beaucoup. Mais je suis franchement heureuse. Enfin, maintenant, il va falloir voir par rapport au budget, si on dispose de la mairie et comment elle va gérer. Dans une ville comme Rognac, ce qu'on attend, c'est l'infrastructure, l'état des routes, voilà, un peu tout ça, les écoles, le suivi. Voilà, on verra ce qu'ils peuvent faire avec le budget qui se présente. Et qu'est-ce que ça peut changer pour la ville ? Je ne sais pas, à vrai dire. Voilà.
Hier, le scrutin a été marqué par un faible taux de participation avec 52,07%. À la page santé, la taxe lapin, cette nouvelle mesure pour faire face au gaspillage médical fait son retour. La taxe lapin, qu'est-ce que c'est ? C'est une taxe qui vise à pénaliser financièrement les patients qui ne se présentent pas à leurs rendez-vous médicaux. Cette taxe qui fait débat est portée par une majorité sénatoriale de droite et du centre et s'inscrit dans les débats sur le budget de la sécurité sociale 2025. Selon les promoteurs de cette mesure, dont la sénatrice Les Républicains Corinne Imbert, ce dispositif répond à un problème de plus en plus grand dans le système de santé français. On estime à plus de 25 millions les rendez-vous médicaux ratés chaque année en France. Allez, on ouvre une page sport. L'Olympique de Marseille redresse la tête dans le Nord. Les Marseillais se sont imposés samedi soir à Lens, 3-1 au terme d'un match très accroché. Après une entame difficile, les Olympiens ont trouvé la faille par 3 fois en deuxième mi-temps. Retour sur ce succès important avec la zone mixte Maritima préparée par Karim Attab. C'est jamais facile de venir gagner ici. C'est une équipe qui met énormément d'intensité, je pense que vous l'avez vu pendant les 20-30 premières minutes, où ils nous ont asphyxiés tout simplement. Et petit à petit, on a réussi à mettre en place notre jeu, prendre le contrôle un petit peu plus du ballon. C'est ce qui nous a permis, je pense, de remporter ce match ce soir, mais c'est jamais facile, donc on peut féliciter toute l'équipe. On a joué les matchs parfaitement quand on peut jouer au foot, on joue, quand on a besoin de pelear, on a fait ça, mais pour moi c'est la mentalité de l'équipe. C'était 2 semaines très, très dures pour nous. Et moi, dans la trêve aussi, à l'Argentine avec Léo aussi, on a parlé beaucoup des derniers matchs et beaucoup de ces matchs pour l'importance de gagner. L'OM est 3e de Ligue 1 à 3 points du 2e Monaco. Justement, les deux équipes s'affronteront dimanche soir à 20h45 au stade Vélodrome avec en jeu la place de Dauphin derrière le PSG. Martigues Handball s'offre le PSG, un exploit pour les Martégots qui à domicile ont battu 30-28 l'équipe réserve du Paris Saint-Germain, leader du championnat de National 1. Une victoire qui va faire du bien à Martigues qui n'avait pas gagné depuis 4 matchs. Rencontre avec l'entraîneur Thierry Fleurival. C'est une équipe qui est assez jeune, c'est une équipe qui va vite, c'est une équipe... voilà, nous en fait l'objectif ce soir c'était d'alterner en gros en attaque, de prendre le temps pour les empêcher de courir. En gros chaque ballon est important et au moment du temps fort en fait que chaque joueur soit dans le bon espace pour qu'on puisse réaliser l'exploit et mettre des buts comme on a fait ce soir. On n'était pas dans une très bonne période, on a réussi à retrouver un peu de jeu ce soir, c'est bien. La semaine a été très compliquée parce qu'on n'avait que 2 jours pour s'entraîner. Donc voilà, les garçons ils ont fait l'effort, ils ont mis en pratique ce qu'on avait prévu, le schéma de jeu qu'on avait prévu de mettre en place. Ça passe ce soir, tant mieux. Du côté des volleyeurs de Martigues, une victoire 3-7-0 contre Royan sous les yeux de la médaillée olympique Anastasia Kirpichnikova. On écoute le passeur Lucas Soldner, désigné meilleur joueur du match. Ouais, non, c'est clair, on fait un bon début de saison. L'entente de l'équipe, elle est top. Tout le monde s'entend hyper bien, tout le monde taffe très bien toute la semaine. Et je pense que c'est un peu le fruit des résultats qu'on a. Ce soir, c'était un match compliqué et important parce qu'on allait chercher des points à l'extérieur sur les 2 derniers déplacements. Et c'était un match hyper important pour nous pour stabiliser le haut de classement. Donc c'est un très bon résultat. De voir autant de public, de voir que vous êtes invaincu à domicile, on se dit que voilà, ça aide bien et qu'il faut continuer dans ce sens-là. Ouais, c'est clair, là la salle elle est top, il y a une super ambiance, il y a une osmose qui se crée et c'est top, donc on a envie de rester invaincu ici, on va tout faire pour. Et en tout cas les gars et le staff on travaille pour ça toute la semaine, donc on espère que ça va continuer. Gros morceau en plus, parce que pour rester invaincu à domicile, mardi la Coupe de France, là une équipe de Première Ligue, ça va être vraiment difficile, mais c'est aussi des matchs comme ça que vous avez envie. Ouais, on attendait que ça. Narbonne c'est une très très belle équipe, on sait que ça va être compliqué pour nous. Donc on va le prendre avec plaisir, ça va être un jour de fête pour nous, donc j'espère qu'il y aura du monde dans le gymnase. Et on va tout faire pour proposer un beau spectacle. Qu'est-ce qu'il va falloir faire justement pour faire déjouer cette équipe de Narbonne? Ça va être quoi les clés du match? Je pense qu'il ne va pas falloir se mettre trop de pression non plus. Il va falloir faire ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire s'amuser sur le terrain et prendre du plaisir entre nous et puis on verra ce que ça donne.
Les images de la victoire à retrouver sur notre site maritima.fr. Troisième de Ligue B, le MVB va enchaîner demain avec la Coupe de France et la réception de Narbonne Club de première division. Avant de se quitter, retour sur la fête du berger à Istres. Ce week-end, des centaines de personnes se sont donné rendez-vous dans le centre-ville pour ce défilé qui met à l'honneur la culture et le terroir de Provence. Réaction des visiteurs au micro de Flavio Noriga. L'important, c'est de descendre, d'accompagner les brebis qui reviennent d'estive. Ça se fait dans toutes les régions et voilà, on accompagne les brebis qui vont traverser très vite le village. Et c'est le plaisir de défiler, de parler avec les gens, entre groupes et avec les spectateurs. C'était amusant, surtout quand les chèvres montaient sur les moutons, ça c'était rigolo. C'est exceptionnel parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas tout le temps. Alors c'est vrai qu'après leur passage, c'est compliqué de marcher sur un sol propre. Mais voilà, c'est encore une fois, ça fait vivre les traditions, les petits sont contents, ils voient les animaux. Et puis ça fait passer une belle journée. Ça t'a plu ma vidéo, monsieur, que c'était bien? C'était bien. C'est la fin de ce journal. Nous étions donc dans la ferme de Provence Studio. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Rendez-vous tout de suite pour la météo. Excellente soirée et à demain.